Après, quelque chose qui est extrêmement aussi important, c'est donc les images. Donc les images, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux types d'images qui existent. Il y a les images donc, matricielles et les images vectorielles. Donc c'est deux manières différentes de décrire une image. Une image matricielle, c'est de dire une image, c'est un nombre de pixels. Et je vais avoir une espèce de grande matrice et je vais la découper en petits carrés et je vais décrire chaque carré individuellement pour faire une image. Donc une fois que j'ai décrit toute ma matrice de carrés, la couleur, etc., je vais avoir une image. Quelque chose d'une manière différente de décrire les choses, c'est de décrire les choses en format vectoriel. En format vectoriel, c'est totalement différent. Vous allez décrire des formes. D'accord. Donc par exemple, au lieu de dire que un rond c'est une succession de pixels qui sont organisés en forme de rond, donc où certains carrés ils sont remplis puis d'autres ils sont pas remplis. En vectoriel, vous allez dire quelque chose de totalement différent. Vous allez dire un rond c'est un centre avec un rayon et toutes les zones qui sont à l'intérieur de cette zone-là correspondent au cercle. D'accord. Donc la grosse différence, c'est que les images matricielles, quand vous avez défini la taille de votre matrice, vous avez défini la qualité de votre image. En plus de ça, il va y avoir des opérateurs de compression. Donc ça, c'est pour vous montrer. Donc dans les formats matriciels, les grands formats que les gens utilisent régulièrement, il y a donc le GIF, qui maintenant est dépassé, sauf pour certaines applications et faire des GIFs animés. Le PNG, d'accord, qui est très utilisé, et le JPG. C'est surtout le PNG et le JPG auxquels je vais m'intéresser. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces deux formats sont adaptés à des choses totalement différentes. Donc ici, je vous ai mis un exemple de la même image enregistrée donc en PNG et en JPG avec deux taux de compression différents. Le PNG est non destructif alors que le JPG l'est. Et alors ici, j'ai pas trop forcé, mais ici donc vous avez le PNG et ici vous avez deux images en JPG. Et ce que vous pouvez voir en fait, c'est que en JPG, la manière de l'algorithme de compression fait que en fait on découpe des carrés, il découpe des carrés et il fait des moyennes sur des carrés. Donc ce qui fait que au lieu d'avoir ici un trait très net, à ces endroits-là, on a des pixels qui sont gris, alors qu'il ne devrait pas être gris ici, il devrait être totalement blanc. Mais le format de compression JPG a un petit peu moyenné, et en moyennant du blanc avec une partie noire, bah, il a fait des pixels de gris à certains endroits. Donc ça, c'est un des problèmes du JPG, alors que le PNG, lui, est beaucoup plus adapté à la description, à des images avec des grands aplats, c'est-à-dire des grandes zones uniformes. Ça, le PNG sait très bien décrire des grandes zones de couleurs uniformes. Du coup, ce qu'il faut retenir comme message simple, c'est que le JPG, c'est un très bon format pour tout ce qui est photo, avec des formes extrêmement compliquées, parce qu'en général, la richesse d'une photo, enfin, c'est pas des superpositions de grandes zones uniformes. Donc pour ça, le JPG va être très bien et va permettre d'avoir des formats relativement compacts, alors que le PNG aura certes une image sans destruction, mais va avoir un poids beaucoup plus élevé. Alors que le PNG va être beaucoup plus adapté pour les images qui correspondent plutôt à des schémas, des graphiques, des choses comme ça, parce qu'il y a des aplats, et du coup, ça permet d'avoir une meilleure description, donc de ne pas perdre d'informations, d'avoir des schémas relativement clairs, et voilà. Alors après, il y a les images vectorielles, où là c'est totalement différent, donc c'est ce que je vous disais, on décrit des formes, et ici ce qu'il faut voir, c'est que sur ces images vectorielles, le tigre à gauche est exactement le même tigre qu'à droite. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai zoomé artificiellement. Donc vous pouvez voir que le niveau de détail à gauche et à droite sont rigoureusement identiques et que c'est pas parce que j'ai zoomé à droite que je vois des pixels apparaître et c'est pas un problème de ne pas avoir suffisamment zoomé. C'est que vraiment, si je pourrais zoomer jusque sur l'œil en ne gardant que l'œil à l'écran, je resterai avec quelque chose de pas pixelisé parce que l'œil il est décrit en tant que forme un peu ovoïde et du coup bah il se débrouille. Enfin, c'est le logiciel qui se débrouille pour rendre l'image, pour faire le rendu de l'image. D'accord, donc ça c'est très intéressant. Pourquoi? C'est que ça fait que c'est réutilisable.
Le très gros problème des images matricielles, c'est qu'en général, on s'embête vraiment à faire une belle image. Et après, tout d'un coup, on passe à quelque chose de totalement, à un support, à une exigence totalement différente. Par exemple, les éditeurs en général demandent une image avec une résolution très élevée. Et si jamais vous avez fait un superbe graphique mais trop petit, il faut tout refaire pour s'adapter aux exigences. Pareil, quelque chose qui est courant, c'est de réutiliser les images qu'on a fait pour un poster. Or, pour un poster, vous n'allez pas avoir une image sur un poster à la même taille que pour un article qui lui est prévu pour tenir sur une feuille A4. Ça veut dire que si jamais vous devez agrandir en général avec une image matricielle, vous êtes fichu, et même si vous avez Illustrator, ou Photoshop ou je sais pas quoi, même avec le meilleur algorithme de redimensionnement, vous allez perdre en qualité et ça va être compliqué. Alors que en vectoriel, c'est pas très compliqué, vous prenez votre image, vous la copiez, vous la agrandissez, vous la diminuez, hop, et c'est fini. L'intérêt, c'est le fait que quand vous allez réutiliser, ça va être beaucoup plus simple. Après, donc quelque chose qui est important aussi, c'est, donc là je n'avais pas prévu, c'est que donc le logiciel qui est très courant pour faire ça, c'est donc le logiciel qui s'appelle Inkscape. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à vous servir. Et là, ce que je vous disais, donc là vous voyez, si je zoome, alors là c'est pas des formes très compliquées, hein, mais là je n'ai jamais de pixelisation sur le rond. Que je zoome ou que je dézoome, il n'y a pas de problème de changement de qualité. Et ici, par exemple, si je veux faire un nouveau document, ici, voilà. Si je veux faire un nouveau document sur une page A4, ici celui-là je ne sais pas quelle taille il est, je vais le copier et si j'ai besoin qu'il soit plus grand, eh ben, ça ne me pose pas de problème de le redimensionner et j'ai toujours pas de problème de pixelisation. D'accord. En plus de ça, quelque chose qui est intéressant, alors sous Photoshop, etc., on peut le faire aussi, hein, mais c'est que sous Inkscape, quand vous travaillez en format vectoriel, vu que tout est décrit par forme, ça vous oblige à travailler avec l'équivalent de calque. C'est-à-dire que si jamais un jour le fait que ça ce soit ici, ça me plaît pas, hop, je le prends et puis je le déplace. Alors que si vous travaillez en matriciel, très souvent, au bout d'un moment, vous finissez enfin, si vous en servez pas très bien, vous n'avez pas de calque. Et au lieu de faire ça, au lieu de bêtement prendre et puis de le déplacer, et ben vous devez le prendre, enfin vous devez le sélectionner, enlever le cadre, le recouper, et puis si jamais vous avez d'autres parties qui sont casse-pieds, et ben en fait vous faites avoir. Donc là par exemple si je le mets là, je peux le déplacer, alors que si jamais vous êtes avec une image matricielle, que vous avez fusionné tous vos calques et que vous travaillez sans calque, et ben, reprendre juste le texte, il va falloir enlever tous les éléments graphiques qui sont casse-pieds. On l'a tous déjà fait, mais c'est ultra pénible. Alors que là, vous avez vu, ça ne me pose pas de problème du tout de le mettre où je veux. Alors, donc ça, pareil, c'est quelque chose de très pratique dans les formats matriciels. C'est de pouvoir déplacer les choses très rapidement et de pouvoir réadapter les images. Parce qu'une image, c'est pas rare que ça puisse prendre une journée pour les faire correctement. Vous n'avez pas envie de repasser une journée à chaque fois pour partir du même graphique, mais juste le changer un petit peu pour que ça corresponde à une autre utilisation. Alors après, quelque chose sur lequel les éditeurs scientifiques vont vous embêter, c'est les DPI. D'accord. Alors les DPI, ce qu'il faut comprendre, c'est de dire si jamais je prends une image qui fait une certaine taille, par exemple un inch, donc un inch ça va faire 4 cm et quelques. Sur ces 4 cm et quelques, combien est-ce que je vais prendre de points pour décrire? En gros, c'est dans une vision matricielle, c'est en combien de petits carrés je vais découper ce carré. Enfin, alors là, c'est une distance. Enfin, sur une ligne qui fait 1 inch de long, combien est-ce que de fois je vais pouvoir placer de carrés? Plus je vais en mettre, plus je vais découper en beaucoup de points, plus ça va correspondre à un DPI élevé. D'accord. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que par exemple, j'ai pris donc sur l'écran, j'ai fait quelque chose de similaire. J'ai pris la même image, toujours à la même taille. J'ai pas changé la même taille, mais j'ai changé le nombre de points qui me permettent de décrire cette image. Vous voyez que plus je vais dégrader, plus je vais avoir un nombre de points petit, plus l'image va être
moche entre guillemets, d'accord? Donc ici j'ai quelque chose de très détaillé, ici pareil, c'est extrêmement détaillé, et quand on tombe à 10 dpi, là c'est franchement moche, on voit aucun détail. D'accord? Et ce qu'il faut voir, c'est que en fait, il y a une grosse différence entre ce qui est format papier et ce qui est format ordinateur. Un écran d'ordinateur, même si c'est un Retina X++ de dernière génération, vous allez monter à, allez, 200, 300 dpi grand maximum. En pratique, ce sera plutôt 90 dpi. Ce sera quelque chose plutôt comme ça. D'accord? Alors qu'un document papier, même la plus mauvaise imprimante papier que vous allez trouver, elle peut monter à peu près à 1000 dpi. Donc la résolution d'impression sur papier, elle est beaucoup plus fine que la résolution d'un écran d'ordinateur. Et ça, c'est pour ça que les éditeurs vous demandent souvent quelque chose à 1000 dpi, c'est que à 1000 dpi, vous allez avoir une image tellement détaillée que le fait que votre imprimante, tout pareil, hein, elle envoie des petits jets d'encre à certains endroits, ça fait qu'on verra pas l'aspect carré pixelisé. Alors, l'imprimante c'est plutôt des ronds, peu importe. Alors que sur un écran, vous pouvez avoir une image de beaucoup moins bonne qualité. Et vous pouvez voir qu'entre 300 et 1000 dpi, honnêtement, à l'œil nu sur un écran, on n'est pas capable de faire la différence. Ça peut être suffisant, mais quelque chose qui passe sur un écran d'ordinateur, or très souvent quand on compose nos écrans, enfin nos documents, on le fait sur ordinateur, on n'imprime pas à chaque fois qu'on fait un changement, et bien ça peut être très mauvais, en tout cas suffisamment mauvais pour que ça se voit à l'impression papier. Alors, donc encore une fois, si vous travaillez avec une image matricielle, il faut anticiper le fait d'avoir un document avec une résolution la plus élevée possible. Après, bien évidemment, vous voyez que la résolution se paye en termes de poids d'image. Toujours pareil, on a tous fait d'image qui fait 5000 par 7000 pixels, mais qui fait 250 mégaoctets et qui fait planter le logiciel de retouche à tous les coups. D'accord? Donc voilà, c'est un compromis à trouver, mais il faut bien voir que ce qui compte, ça va être la résolution finale. Et pareil, vous pouvez faire une image à 5000 pixels, mais qui soit toujours trop petite si jamais vous cherchez à l'imprimer sur un poster. A l'inverse, si vous faites une image qui fait 5000 pixels, mais qu'au final vous l'affichez dans votre écran à cette dimension-là, en fait, ça alourdit inutilement le poids de votre document pour rien. Parce que à 1000 dpi, enfin 1000 dpi fois pour un truc de 1 cm, en fait, peut-être que 1000 pixels, ça c'était suffisant. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention, et encore une fois, il faut faire attention si on utilise un format matriciel et pas vectoriel. Alors après, quelque chose d'extrêmement important aussi, quand vous faites vos graphiques c'est la qualité de vos graphiques. Alors un petit message de base, c'est que le camembert est un mauvais graphique. Il n'y a quasiment jamais de bonne raison de faire un camembert. Ça peut être intéressant pour donner des idées, etc. Mais un camembert, ça ressemble souvent à soit ce qui est à gauche, soit ce qui est à droite. Alors à gauche, c'est fait exprès pour exagérer le défaut du camembert. Mais un camembert, en général, il y a quelques zones qui sont grandes. Hein. Là, vous avez, enfin, que ce soit à gauche ou à droite, c'est pareil. Il y a quelques grandes zones. Et puis après, il y a toutes les petites zones. Et il y a tellement de petites zones que de toute façon, il faut une légende qui prend quasiment autant de temps. D'accord? Alors, en plus de ça, un camembert, c'est extrêmement mauvais si vous cherchez à être précis sur une quantité. Pourquoi? Parce que ça repose sur la vision d'un angle. Or, l'œil humain est extrêmement mauvais pour comparer deux angles. Si je prends ça, enfin, si je prends deux stylos qui forment un angle, pas trop différent, et je vous demande comme ça quel est le plus grand angle, quel est l'angle le plus grand entre les deux, c'est extrêmement compliqué à l'œil nu. D'accord, donc on est extrêmement mauvais, ce qui veut dire que si jamais vous cherchez à être précis, en plus dans votre légende vous devez mettre un chiffre pour indiquer à quel angle, enfin à quelle proportion correspond l'angle du camembert. Or, très souvent, vous pouvez faire ça de manière beaucoup plus précise dans un tableau. Si vous mettez un tableau avec une ligne et la proportion qui correspond,
Oui, il n'y aura pas le support visuel, mais en tout cas, les gens auront une information beaucoup plus précise sur la lecture fine de qui contribue à quoi, en quelle proportion, etc. En plus de ça, quand vous avez un angle qui n'est pas à plat avec un magnifique effet 3D, ça rend votre graphique totalement illisible. On voit juste, ça ne permet d'avoir qu'une idée de comparaison globale et relative pour des sections réellement différentes en termes d'angle. D'accord. Par exemple, ici, je suis incapable de savoir quel est le plus grand entre le vert et le bleu à cause de la lecture de l'angle et à cause de l'effet de perspective. Donc, n'utilisez pas les graphiques type camembert, sauf si vous voulez donner des idées, mais la majorité des cas, ça correspond au fait qu'un tableau c'est mieux, un autre graphique c'est mieux. Bref, il y a plein de manières de faire mieux qu'un camembert, mais à chercher à tout prix à éviter le camembert. Si vous en avez besoin, peut-être, ça peut arriver, mais ça doit être une dernière option et parce que ça a été réfléchi. Ça ne doit surtout pas être une option de base. Après, je vous ai mis deux autres exemples typiques qui sont les graphiques qu'on a sous Excel ou LibreOffice qui sont totalement moches de base. Alors Excel, il y a eu quelqu'un qui a eu la magnifique idée de chercher à détruire la planète en consommant je ne sais pas combien de cartouches, donc il devait avoir des actions chez les vendeurs de cartouches, mais le fond gris uniforme, ça diminue la lisibilité de manière absolument colossale. La droite de régression bien pixelisée, c'est moche. Les légendes comme ça, c'est moche. Et le temps de rendre le graphique à peu près intéressant, à chaque fois, moi, ça me prend un quart d'heure. Et ça, c'est sous LibreOffice, c'est pas mieux, hein, de base LibreOffice, si vous avez une série de points, déjà, il vous met des symboles qui sont énormissimes, qui fait que quand vous avez des points un peu rapprochés, vous voyez absolument rien du tout. Donc, pareil, on verrait plus tard de l'utilisation de Matplotlib, sous Python, il y a Gnuplot, enfin il y a plein de solutions qui existent. Vous pouvez aussi faire des beaux graphiques sous Excel, mais moi ce qui m'embête dans ma vie de tous les jours sous Excel, c'est que à chaque fois que je refais un graphique, je peux pas réutiliser le graphique. Le joli graphique, je m'étais déjà embêté à faire le coup d'avant. Donc ça, c'est ça qui est vraiment pénible, c'est que même si on s'embête à faire un joli graphique, la fois suivante, on est obligé de tout refaire parce que c'est pas automatisable. Facilement en tout cas. Alors après, quelque chose qui revient souvent aussi, c'est l'option quand on scanne. D'accord. Vous avez sûrement tous déjà bien connu la partie où on scanne et on a le beau milieu de page bien moche avec une zone un peu plus grisée ici. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'image de droite ici, c'est exactement la même que l'image de gauche. J'ai juste pris 30 secondes sous GIMP. Alors là, que j'ai peut-être essayé de le faire. Alors attendez, je vais ici ouvrir l'image. Alors, on va me mettre ici. Alors, je vais essayer de trouver un scanner. Ça reste pas. Ça reste pas non plus. Alors, attendez, j'essaie de trouver. Voilà, alors là, celui-là, je l'avais déjà un peu découpé, mais j'ai pas mieux. Voilà. Alors là, j'ai pas le gros effet moche de bordure, mais je vais vous montrer la manipulation quand même. Donc ici, j'ai cette image là, et quand on zoome, on peut voir en fait que là, on a un fond qui est un petit peu grisâtre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir dans GIMP. Dans GIMP, il y a ce outil-là qui permet de sélectionner par couleur. D'accord. Et donc je vais juste venir ici sélectionner ici.
Donc là vous voyez que même si tout n'est pas uniforme, il sélectionne et il s'embête même à sélectionner à l'intérieur des lettres, hein. Donc là je vais faire ça. Et là vous voyez que déjà j'ai récupéré un fond de page bien blanc par rapport à avant. Et là vous voyez que j'ai encore un petit truc pas très beau. Je vais essayer de l'enlever. Hop, et puis là j'ai encore là. Là vous voyez j'avais une petite tache en bas. Et là ça fait que ma page elle est beaucoup plus nette. Et même à l'inverse, je vais essayer de bien noircir mes lettres. Donc là par exemple, faire ça. Et ça va me permettre de bien noircir les lettres. Là ça j'aimerais que ce soit bien noirci. Voilà. C'est peut-être pas forcément le plus joli, hein. Voilà. Donc là c'est peut-être pas ultra joli. Mais bon, c'est juste pour vous montrer le principe. C'est un peu bizarre. Voilà. Donc là vous voyez que ça peut permettre très rapidement, avec juste une petite manipulation et un outil sous GIMP, d'avoir un scanner qui est beaucoup plus propre. Pareil, je pourrais chercher à uniformiser le gris. Alors là je suis pas sûr que ce soit aussi facile. Et, vous voyez il arrive relativement bien à sélectionner le gris. Et chercher le gris quelque part par là. Alors là il est peut-être un peu foncé. Merci un peu. Voilà. Donc là, ça me permet quand même de faire quelque chose de beaucoup plus propre et régulier. Alors, je pourrais... ouais, hein. Là, vous voyez, je commence à avoir des rectangles qui sont vraiment gris et ça m'a pris 30 secondes. Donc, prenez le temps de le faire parce que très clairement, ça, c'est quelque chose d'important parce que bah, un étudiant, quand il reçoit l'image de gauche ou quand il reçoit l'image de droite, on a déjà tous eu quelque chose comme ça, mais ben, ça montre que la personne qui est à l'origine du document, elle n'a pas fait l'effort de faire la petite amélioration, et qu'en gros ça l'embête de le faire, quoi. Donc déjà c'est une indication de est-ce que la personne elle cherche à vraiment faire quelque chose de nickel ou pas, et bah, en tant qu'étudiant ça compte, hein, quand on voit que les gens cherchent à nous faire quelque chose.